tous. Je suis vraiment très heureuse d'être ici. Alors, on va vous présenter un dialogue, une discussion en cours entre tous les deux, Sébastien Dutreuil et moi, qui, elle aussi, va être très composite. Et je ne vais pas vous en dire plus parce que je pense que vous allez saisir la nature du problème au fur et à mesure. C'est bon ça? Oui. Bonjour à toutes et à tous, donc, je m'appelle Sébastien, j'ai une formation aux sciences de la Terre initialement et ensuite je me suis réorienté en histoire et en philosophie des sciences. Donc comme l'a dit Nastasia, les deux conférences visent à se répondre l'une l'autre et ont des points communs en termes de problèmes qui est traité, de méthodes d'enquête, mais depuis des points de vue extrêmement différents. Donc, le titre de la partie que je vais vous présenter, c'est « Quelle est la nature de la Terre ?» Vous verrez que c'est une citation, et je vais essayer de vous présenter quelques éléments sur la pluralité des conceptions scientifiques de la Terre à l'intérieur des sciences de la nature. Alors je vais commencer par peut-être ce que vous connaissez le mieux, qui est le cadrage du problème climatique, c'est-à-dire la manière dont la question climatique a été posée comme problème. Donc les sciences qui sont concernées, c'est essentiellement des modèles globaux de la physique du climat, et le rapport que les sciences visent à entretenir avec le monde, suivant l'expression du GIEC, c'est d'être policy relevant, mais pas policy prescriptive. C'est-à-dire qu'en gros, ça concerne des questions politiques importantes, mais il n'y a pas de normativité sur ce qu'il faudrait faire depuis le GIEC. Ce cadrage a eu plusieurs effets, suivant certains politistes et historiens. Il a contribué à, suivant l'expression qu'ils utilisent, à climatiser le monde, c'est-à-dire à avoir pour conséquence qu'on ne peut plus parler d'aucun enjeu sans le relier à la question climatique. Et le cas le plus frappant, c'est celui de la biodiversité. Pendant des années ou des décennies, les écologues n'ont pas pu parler de biodiversité si ils ne reliaient pas leur problème à la question du climat. Et souvent, cette climatisation du monde s'accompagne d'une réduction extrêmement importante de la complexité des problèmes en la réduisant à la quantité de CO2. Pour prendre un exemple récent et qui m'a frappé, il y a quelqu'un qui a posé la question du bilan carbone des émeutes récentes en France, pour vous donner la manière dont les problèmes peuvent être réduits par cette métrique. Et enfin, troisième élément du cadrage qui est souvent dénoncé, c'est l'échelle d'emblée globale du problème, c'est que le fait que le climat soit un problème global a eu pour conséquence que les questions de gouvernance ou de gestion entre guillemets de ce problème ont été cadrées uniquement à cette échelle initialement, reléguant au second plan des échelles plus locales, régionales ou même nationales. Alors je vais commencer par la planète, ou la manière dont une représentation de la Terre particulière sous-tend ce cadrage. Cette conception de la Terre, elle vient de la physique du climat et des modèles climatiques qui décomposent le globe en une série de mailles, c'est-à-dire ce cadrage de l'espace, et on résout les équations de la mécanique et de la thermodynamique à chacun de ces points de ce cadrage. Juste une petite anecdote sur l'origine globale du problème. Initialement, les climatologues avaient essayé des modèles hémisphériques, donc on n'avait pas toute la Terre, mais seulement l'hémisphère nord, et ça posait des problèmes de résolution et de calcul aux frontières, parce qu'il fallait introduire des artifices, vu que les frontières n'existaient pas naturellement, et c'est un des éléments qui a conduit à la construction de modèles globaux. Ensuite, sur la manière dont la Terre est décrite dans ces modèles, vous avez ici un diagramme de ce qu'on appelait le système climatique dans les années 70, c'est-à-dire en gros l'ensemble des variables qu'on considère qu'il est pertinent d'inclure à l'intérieur des modèles. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, l'essentiel des variables initiales étaient des variables de la physique et donc de la mécanique des fluides, c'est-à-dire comment les fluides atmosphériques et océaniques circulent, et de la thermodynamique, c'est-à-dire comment ils échangent de la chaleur et de l'énergie entre eux. Et ça épuisait la représentation de la Terre à l'intérieur des modèles climatiques. L'essentiel de la présentation va être d'essayer de vous montrer qu'à l'intérieur des sciences de la Terre et de l'environnement, il y a d'autres représentations de la Terre et de la nature et éventuellement d'autres cadrages du problème qui les accompagnent. Et le titre de ma présentation en citation est extrait d'une newsletter d'une institution dont je vais vous parler qui s'appelle l'IGBP, qui s'est posé explicitement cette question: quelle est la nature de la Terre? Qu'est-ce que c'est que la Terre? Comment on se la représente? Et ça a été l'objectif de cette institution, d'essayer de répondre à cette question. Et cette institution, vous la connaissez peut-être pas, mais vous connaissez sans doute le concept pour lequel elle est le plus connue, qui est celui d'anthropocène, donc l'idée que l'humanité, qui est considérée comme une espèce biologique, a influencé très massivement la surface du globe. Et on voit dans ces diagrammes un peu iconiques de grande accélération de différentes métriques
à la moitié du XXe siècle, qu'il y a bien davantage de questions, de problèmes, de processus qui sont pris en compte que le simple CO2 ou le réchauffement de la température. Un autre concept pour lequel l'IGBP est connu, c'est celui de limite planétaire. Donc c'est un ensemble de 9 processus, dont le changement climatique, mais incluant aussi l'ozone, la biodiversité, les usages de nutriments importants comme le phosphore ou le nitrogène, ou l'azote, pardon, l'acidification des océans, etc. Et c'est ce cadre des limites planétaires qui avait été utilisé par la Convention citoyenne du climat, là, qui avait les 150 tirés au sort, pour définir la notion d'écocide. Ça a été considéré comme écocide n'importe quelle action qui menait à franchir ces limites planétaires. L'IGBP est aussi connu pour un autre concept important, celui de point de bascule, ou tipping elements, c'est-à-dire la désignation de grands ensembles régionaux à la surface de la Terre qui sont susceptibles d'une transition abrupte et éventuellement imprévisible. Ce sont ces ensembles de sciences qu'on nourrit un courant collapsologique au début des années 2010. Pour résumer, cette institution, qui est un peu en décalage avec le GIEC, est connue pour une série de concepts normatifs qui articulent à la fois des manières de connaître la Terre, mais aussi de s'y rapporter anthropologiquement et politiquement. Et la question qui pose, quelle est la nature de la Terre, ressemble un peu, avec quelques décennies de décalage, à la question qu'on pouvait se poser entre les années 50 et 80, qui était quelle est la nature de la vie. À ce moment-là, il y avait énormément de nouveaux cadres en biologie qui émergeaient, et ça avait donné naissance à un ensemble de réflexions de la part des sciences humaines et sociales, dont Michel Foucault et Bruno Latour, sur ces nouvelles représentations de la vie, de la biologie moléculaire à la biologie de l'évolution. Et donc, plus récemment, la question s'est déplacée depuis la vie vers la Terre, et un des exemples de réflexion sur ce que pourrait être la Terre ou la planète, c'est le planétarium de Bruno Latour que vous avez affiché à l'entrée, qui essaye d'imaginer un ensemble de différentes planètes en fonction d'une focale particulière, qui est celle du rapport que les peuples de cette planète entretiennent avec le territoire. Vous avez d'autres tentatives d'essayer de définir une pluralité de planètes ou de représentation de la nature. Moi, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est une série de focales depuis l'intérieur des sciences de la Terre et de l'environnement. Alors, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, vous avez tout un ensemble de nouvelles disciplines et de nouveaux savoirs qui sont venus remplacer l'ancien terme de géologie qui avait émergé au début du XIXe siècle. Donc ces différentes disciplines ou conceptions de la Terre que je vais présenter sont la géophysique, donc une conception physique de la Terre, la géochimie, l'idée d'un vaisseau spatial Terre, d'une biosphère ou d'une Terre vivante avec l'hypothèse Gaïa. Alors je vais commencer par la géophysique, c'est une manière physique de concevoir la Terre, c'est celle qui a donné naissance à la climatologie contemporaine et à la tectonique des plaques, et elle émerge pendant la guerre froide. Vous avez tout un ensemble de travaux qui ont montré l'importance décisive de la guerre froide pour faire émerger les savoirs contemporains d'alerte sur les changements globaux. Dans les années 40-50, les différents savoirs de la géophysique, comme la météorologie, l'océanographie ou même la sismologie, sont des savoirs absolument décisifs pour détecter des essais nucléaires et éventuellement pour retracer leur origine. Et donc l'installation même de balises de sismomètres à la surface du globe est un enjeu géopolitique considérable. La météorologie est aussi un savoir militaire extrêmement important pour planifier les vols des avions, selon que vous vouliez du brouillard pour ne pas être vu, au contraire une piste d'atterrissage claire et visible. Étudier les océans est extrêmement important si vous voulez y faire circuler des sous-marins, éventuellement de manière discrète pour qu'ils ne soient pas repérés. Pour ça, vous devez connaître les caractéristiques physiques de la colonne d'eau, les propriétés magnétiques du sous-sol, etc. Et il y a une pratique qui se met en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moment où le premier ordinateur entièrement électronique est assemblé. Et initialement, cet ordinateur, il sert à résoudre les équations de la mécanique des fluides parce qu'elles sont extrêmement importantes pour deux savoirs, la construction de la bombe thermonucléaire et les équations des modèles climatiques et météorologiques qui émergent. C'est aussi pendant cette période que vont émerger les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui la géo-ingénierie, c'est-à-dire l'idée que l'ensemble du globe, le climat du globe et certains de ses paramètres physiques doivent être non seulement contrôlés et surveillés par toute une batterie d'appareillages, de mesures et d'instrumentation, mais aussi pourraient être éventuellement modifiés. Alors aujourd'hui, c'est dans le cadre d'une sorte de
lutte globale contre le réchauffement climatique. À l'époque, c'était envisagé à des fins stratégiques. Vous avez eu des essais, par exemple, pour faire pleuvoir davantage au Vietnam afin d'embrouiller les troupes ennemies. Et pour la petite anecdote, les recherches sur la géo-ingénierie ont longtemps été considérées comme tabou. Ce tabou s'est levé progressivement et là, au mois de juin, les États-Unis ont issu un rapport du Congrès qui réfléchit à un lancement de programmes de recherche importants aux États-Unis sur ces questions-là. Donc, depuis la géophysique de la guerre froide, donc, qui était à la fois à l'époque une science pour faire la guerre, a introduit des déplacements importants depuis l'ancienne géologie. Les financements sont venus des militaires plutôt que des pétroliers et des agences nationales de financement. Les pratiques ont aussi évolué. On est passé d'interprétation qualitative de terrain des géologues avec leurs marteaux à une instrumentation physique du globe qui alimente des modèles avec toute une série de données. Et il y a des historiens qui se sont demandé pourquoi la géophysique et la géochimie se sont développées comme des branches des sciences de la Terre plutôt que comme des branches de la physique. Et à mon avis, c'est parce qu'elles étaient centrées autour d'un objet particulier, qui était le système climatique que je vous ai présenté tout à l'heure, ou pour la tectonique des plaques, ce système d'un ensemble de plaques rigides avec des propriétés géométriques et thermiques à leurs frontières. Donc pour résumer sur la géophysique, quelle est la nature de la Terre, la manière dont les géophysiciens se représentent la Terre? C'est une sorte d'échiquier global à surveiller avec une batterie d'instruments et de satellites qui mesurent des paramètres physiques. Et ce sont ces savoirs qui ont donné naissance aux alertes climatiques contemporaines. J'en viens maintenant à la deuxième conception de la Terre que je voulais vous présenter. L'important est moins de rentrer dans les détails que de pluraliser pour à la fin avoir une sorte de vue d'ensemble. Donc c'est la géochimie, donc, comme son nom l'indique, une conception chimique de la Terre. Il y a un instrument extrêmement important pour la constitution de cette discipline et de ces savoirs, qui est l'invention du spectromètre de masse au début du XXe siècle, qui est un instrument qui vous permet de séparer les différents isotopes des atomes et qui avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale au projet Manhattan, c'est-à-dire à construire les premières bombes nucléaires. Donc, il fallait enrichir l'uranium, le séparer du plutonium et séparer les différents isotopes de l'uranium. Après la guerre, les savants qui ont participé à ce projet-là, beaucoup étaient un peu amers ou écœurés d'avoir un peu contribué, se sont tournés sur des problèmes entièrement nouveaux, comme la détermination de l'âge de la Terre ou sa relation chimique avec les autres astres et planètes du système solaire comme la Lune. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'âge de la Terre aujourd'hui. Je vais m'arrêter sur un des problèmes de la géochimie de l'époque, qui était la manière dont on voyait l'océan et comment la conception de l'océan a évolué. Il est passé en gros l'idée que c'était une sorte de grande poubelle ou de grande réservoir qui accumulait des déchets de manière un peu passive à un océan dynamique et interactif avec les autres composants de la surface de la Terre, comme l'atmosphère et la biosphère. Il y a trois grands problèmes qui ont contribué à ça. Le premier, c'est la question du CO2. Le second, c'est celle des déchets nucléaires. Et la troisième, c'est celle de la composition en sel des océans. Je vais rentrer un peu dans le détail. Au moment de la prolifération des armes nucléaires pendant la guerre froide, rapidement, la question s'est posée de ce qu'on faisait des déchets nucléaires. Et le premier réflexe a été de se dire qu'on pouvait aller les déposer au fond des océans et qu'il n'y aurait pas de risque en retour. Sauf que les océanographes ont répondu qu'en fait, ils n'avaient aucune idée des temps de mélange entre la profondeur des océans et la surface, et on ne savait pas, même si on jetait ces déchets dans les endroits les plus profonds, comme la fosse des Mariannes à 10 000 mètres de profondeur, à quel moment on allait retrouver ça dans les chaînes trophiques et dans les poissons qu'on allait consommer. Un autre problème important est celui du CO2, où on a les premières alertes sur le fait que le CO2 qui est issu des combustibles fossiles s'accumule dans l'atmosphère, et on pensait à l'époque que l'océan allait absorber l'ensemble du CO2 émis. Sauf qu'en réalité, on n'en savait rien, et c'est ça qui a initié toute une série de mesures de l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère et de ses échanges avec l'océan. Et enfin, troisième problème important sur l'océan, qui est celui de la salinité. Donc si l'océan est salé, on pensait que c'était parce que donc les rivières sont salées, mais beaucoup moins que les océans, et donc se déchargent dans les océans, et les océans accumulent le sel depuis le début de l'histoire de la Terre. On s'est rendu compte que ce n'était pas possible compte tenu du volume de sel qui était apporté et de l'âge total de la Terre. Et ça aussi, ça a donné naissance à l'élaboration d'une nouvelle conception de la Terre. Vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez, mais un diagramme de l'époque qui représente la Terre comme une sorte de vaste usine chimique avec des réservoirs, de la circulation entre ces réservoirs, des valves de régulation et de contrôle. Donc voilà qu'on a une conception de la Terre qui est un peu différente de la géophysique, où ce qui compte, c'est les quantités de matière, des échanges et des réactions.
La géochimie a été prise dans une série de controverses ensuite, notamment sur des questions de pollution, pollution radioactive, pollution au plomb. L'âge de la Terre a été mesuré avec une méthode de datation au plomb, et c'est la personne qui a mesuré l'âge de la Terre qui a ensuite révélé que le plomb s'accumulait suite au fait qu'il y avait du plomb tétraéthyle dans l'essence. C'est ça qui a donné ensuite une controverse dans les années 60 et donné naissance à l'essence sans plomb. Ils ont été aussi pris dans d'autres controverses, comme celle de l'ozone, les mesures de CO2 ou les pluies acides dans les années 60-70. Et un des géochimistes importants de l'époque est à l'origine de l'idée de transition énergétique. C'est une question sur laquelle Jean-Baptiste Fressoz a beaucoup travaillé récemment, si ça vous intéresse. Troisième conception, celle de vaisseau spatial Terre. Alors on sort un petit peu des sciences de la Terre, on est un peu plus proche des économistes et des architectes et des écologues avec cette conception, mais c'est une métaphore que je vous présente parce qu'elle a eu un rôle extrêmement important pour formuler une problématique environnementale. Donc, cette comparaison de la Terre à une sorte de vaisseau spatial dont on est les habitants et les ingénieurs à la fois, vient en grande partie de l'observation de la Terre depuis l'espace. Elle est issue, comme je disais, de discours d'économistes sur la manière dont on allait pouvoir gouverner ce monde clos et fragile. Donc la vision de la Terre depuis l'espace a véhiculé ces métaphores de la Terre comme une entité fermée sur elle-même et fragile puisque perdue dans l'immensité de l'espace. Ces réflexions ont donné lieu chez les architectes à un nouveau type d'architecture. C'est là qu'on a vu apparaître les dômes géodésiques qui étaient, avant d'irriguer les communes, ces dômes avaient été imaginés comme stations spatiales ou comme des bases reculées en Antarctique parce que c'était des architectures simples qui permettaient une sorte d'autonomie et de vie en autosuffisance à l'intérieur de cette architecture. Et c'est autour de cette métaphore que vont réapparaître des inquiétudes néo-malthusiennes, c'est-à-dire une formulation du problème et d'un discours en termes de démographie. S'il y a un problème environnemental, c'est parce qu'il y a trop de monde sur Terre. Et une sorte de mise en économie de l'environnement avec le Club de Rome qui alerte sur les limites à la croissance. À l'époque, dans les années 60-70, les problèmes globaux n'étaient pas ceux du climat, mais celui de la désertification et de l'érosion des sols. Sur les projets que cette métaphore du vaisseau spatial a inspiré, il y a ce projet de Biosphère 2 qui a émergé dans les années 80 où il s'agissait d'enfermer dans un vaste ensemble dans l'Arizona, si je me souviens bien, toute une série d'espèces animales, végétales, avec une douzaine d'hommes et femmes à l'intérieur qui devaient vivre en autonomie totale, coupés du monde pendant 2 ans. Le projet n'a pas marché et ils ont dû être alimentés en gaz depuis l'extérieur de leur biosphère 2. Les conceptions qui sont à l'origine du vaisseau spatial Terre et de la biosphère, c'est ceux de recyclage, d'échanges métaboliques à une échelle globale entre les différents êtres vivants, ne sont pas nouvelles du tout, elles viennent du 19e siècle. Je donne une citation emblématique de l'époque où on réfléchissait sur les réciprocités métaboliques entre les plantes et les animaux. Tout ce que l'air donne aux plantes, les plantes le cèdent aux animaux, les animaux le rendent à l'air, cercle éternel dans lequel la vie s'agite et se manifeste, mais où la matière ne fait que changer de place. C'est à cette époque-là que s'invente le dispositif des aquariums, conçus comme des systèmes clos, avec une sorte de recyclage interne à l'intérieur des aquariums. C'est ces conceptions qui vont aussi donner lieu au 19e à des controverses environnementales et sanitaires, notamment au moment où se met en place le tout à l'égout en Angleterre. Vous avez 2 controverses qui émergent. Premièrement, la matière organique se décompose dans la Tamise et donne lieu à un environnement extrêmement insalubre. Et deuxième inquiétude, c'est que en fait, toute la matière organique qu'on déverse dans les rivières et in fine dans les océans, on la perd pour l'agriculture. Et il y a une grosse inquiétude sur le fait qu'on va perdre énormément en rendement agricole à l'époque. Et donc cette conception de grands cycles de la matière qui sont médiés par les organismes vivants réémerge dans les années 70 avec l'idée de biosphère que vous avez représentée ici. Cette conception est aussi nourrie de la guerre froide de l'époque. L'écologie est mise à contribution, notamment pour réfléchir à des armes chimiques et biologiques pour détruire les récoltes ennemies, le plus connu étant l'agent orange. Et c'est à ce moment-là aussi que se met en place toute une série de travaux sur ce que vous avez peut-être appris à l'école ou ailleurs, sur les chaînes trophiques, c'est-à-dire la question de savoir qui mange qui, quels sont les producteurs primaires, secondaires, etc. Ça a l'air d'être une question sympathique de naturaliste. En fait, au moment où ça émerge, c'est surtout une question pour savoir ce qu'on va pouvoir manger en cas de guerre thermonucléaire
c'est-à-dire où les retombées radioactives vont s'accumuler dans la chaîne trophique. Est-ce qu'il faudra mieux manger des poissons, du bétail ou encore autre chose? Donc je fais une petite pause sur les différentes conceptions qu'on a balayées, la géophysique avec la physique du climat, la géochimie, ces vastes ensembles de réservoirs chimiques et de circulation de la matière, la biosphère, qui est une sorte de variante de la géochimie, mais où on met en avant l'importance des êtres vivants dans cette circulation de la matière, et le vaisseau spatial Terre. L'avant-dernière que je vais aborder, c'est celle du système Terre que je vous ai présenté en introduction. C'est celle qui est à l'origine des concepts d'anthropocène, de limites planétaires, de tipping elements, etc. Alors d'où vient cette conception du système Terre? Elle vient d'une effervescence institutionnelle scientifique dans les années 80 aux États-Unis et à une échelle internationale. Une effervescence qui se réunit initialement sous le label changement global. Donc c'est une expression qui prend le sens qu'on lui connaît aujourd'hui dans les années 80 et justement sous la plume de ces acteurs et les différents rapports qu'ils écrivent. Donc, vous avez toute une série de climatologues, d'océanographes, de géochimistes, d'écologues qui vont se réunir au sein des grandes agences qui structurent et qui financent la recherche à une échelle internationale et qui vont appeler à des nouveaux programmes de recherche qui soient interdisciplinaires et internationaux afin d'étudier les changements globaux qui affectent la Terre comme un système. C'est l'ensemble des mots-clés qui scandent les slogans des scientifiques de l'époque. Et s'il faut fonder une nouvelle science, disent les scientifiques à l'époque, c'est premièrement en raison de l'urgence manifestée par les changements globaux, dont les deux exemples sont l'ozone et le changement climatique. Donc le climat vient remplacer le grand problème de la désertification et de l'érosion des sols comme problème global. Et la deuxième raison pour laquelle il faudrait fonder une nouvelle science, c'est parce que, disent les scientifiques, on vient de reconnaître un nouvel objet, une nouvelle manière de comprendre la Terre, on vient de voir qu'elle fonctionne comme un système interconnecté avec des interdépendances entre ses différents composants. Vous avez ici une représentation iconique de la fin des années 90 d'un des acteurs centraux des sciences du système Terre, donc qui compare le scientifique du système Terre à une sorte de chirurgien qui doit analyser, mais aussi réparer éventuellement avec des méthodes de géo-ingénierie, le fonctionnement de la Terre. Et les scientifiques prennent très au sérieux leur effort de fonder une nouvelle science et une nouvelle conception de la Terre et comparent même leurs efforts à une seconde révolution copernicienne d'ampleur comparable à celle qui avait eu lieu quelques siècles plus tôt. Cette dernière, donc la science du système Terre, s'efforce de comprendre le système Terre en tant que tout et de développer sur cette base cognitive des concepts pour le management de l'environnement global. Cette nouvelle révolution sera d'une certaine manière l'inverse de la première. Elle nous permettra de regarder en retour notre planète pour percevoir une seule entité, complexe, dissipative, dynamique, loin de l'équilibre thermodynamique, le système Terre. Donc à la fin de cette effervescence, vous avez deux gros effets importants qui ont eu lieu. Premièrement, c'est le lancement toute une série de batteries de satellites à la NASA. Donc la NASA, qui était à la base d'une agence d'exploration spatiale, change de métier dans les années 80, en tout cas se réoriente en partie, pour explorer non plus l'espace, mais la surface de la Terre avec ses satellites. Et deuxième effet important, c'est la constitution de l'IGBP, donc cette institution dont je vous ai parlé en introduction. L'IGBP est structuré avec toute une série de sous-projets qui s'intéressent à des problèmes variés, les écosystèmes terrestres, les écosystèmes côtiers, la chimie de l'atmosphère, etc. En gros, tous les changements naturels, entre guillemets, donc biologiques, chimiques, qui ne sont pas pris en compte ou pris en charge par la physique du climat, qui s'intéresse essentiellement à la manière dont les fluides bougent et échangent de la chaleur. L'objectif initial de l'IGBP est de comprendre et de prédire le futur de l'habitabilité de la Terre et des changements globaux. Donc l'IGBP servira de base à l'estimation des changements futurs probables sur Terre dans les 100 prochaines années, dirigeant l'effort vers une série de problèmes émergents qui sont le plus vraisemblablement ceux qui vont affecter le cours de la vie dans le siècle suivant. Ça a transformé d'autres savoirs, notamment l'écologie, qui travaillait initialement à une échelle locale et qui a été sommée de s'intégrer au sein de l'IGBP. Les échelles d'études des écologues sont systématiquement inférieures à la taille de la maille des modèles que je vous ai présentés en introduction. Ça a aussi transformé le rapport au temps et à l'histoire de la géologie, qui ne devait plus s'intéresser simplement à l'histoire de la Terre en tant que telle, mais simplement en tant qu'elle pouvait fournir des données pour alimenter les modèles qui allaient prédire le futur. L'ensemble des efforts sont vraiment dirigés vers cette prédiction du futur. Et l'IGBP va rassembler des milliers de scientifiques, mais le label Sciences du système Terre et cette importance mise sur une conception particulière de la Terre est issue d'un petit groupe de théoriciens, des scientifiques de la nature, mâles, occidentaux, comme vous pouvez le constater, essentiellement formés en physique et en chimie.
Et pour comprendre ce qu'il faisait, je pense que c'est utile de revenir à une ancienne forme de savoir qui préexistait à celle de la géologie et qui existait en gros jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, qui est celle de l'élaboration de théories de la Terre. Donc je vous cite un historien qui a beaucoup travaillé sur ces théories de la Terre de la fin du XVIIIe siècle, parce que ça me semble illustrer parfaitement ce que ces scientifiques du système Terre cherchent à faire quotidiennement. La plupart des géothéoriciens revendiquaient en effet être des philosophes au sens le plus large. Leur but n'était pas d'expliquer simplement la nature de la Terre elle-même, mais aussi sa relation avec les structures fondamentales de la nature et avec sa dimension humaine et même divine. Toute théorie de la Terre était par conséquent encastrée dans une matrice intellectuelle dense. Elle devait être liée d'une part avec les questions fondamentales de physique et de cosmologie, et d'autre part avec les concepts essentiels de la nature humaine et de la société humaine, de la métaphysique et effectivement de la théologie. Alors, quelles sont les réalisations principales de l'IGBP comme institution? Il y en a trois. La première, c'est d'avoir fédéré tout un conglomérat de sous-disciplines sur les écosystèmes terrestres, côtiers, etc., et les changements globaux chimiques et biologiques. La deuxième, c'est d'avoir élaboré un nouveau type de modèle. Et la troisième, c'est d'avoir élaboré cette série de concepts normatifs pour laquelle ils sont connus, donc anthropocène, limite planétaire, etc. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur le rôle des modèles et la manière dont ils peuvent changer notre perception de la Terre et éventuellement aussi changer la réaction politique qu'on peut avoir face à ces conséquences. Vous avez en haut à gauche la résolution, donc la taille de la maille des modèles des scientifiques du système Terre. Et en bas, l'évolution des modèles des principaux physiciens du climat qui structurent les rapports du GIEC, avec la version la plus récente en bas à droite. Et vous voyez que la description de l'espace est nettement plus fine dans les modèles des physiciens du climat, et la résolution temporelle est également à maille beaucoup plus fine. Donc la raison pour laquelle les modèles de complexité intermédiaire du système Terre, donc ceux en haut à gauche, ont décrit l'espace de manière beaucoup plus grossière, c'est qu'ils voulaient récupérer de la capacité de calcul des ordinateurs pour faire autre chose que décrire finement l'espace et le temps. Ils voulaient ajouter toute une série de processus, d'entités et d'interactions entre ces entités qui n'étaient pas pris en compte à l'intérieur des modèles de physique du climat. Et la conséquence principale de ça, c'est que ces nouveaux processus et ces nouvelles interactions ont mené non pas à une évolution linéaire, comme c'était le cas dans les modèles de physique du climat, en partie en raison de biais artificiels à l'intérieur de ces modèles, mais à des transitions extrêmement brutales de différentes variables, notamment de la température et du climat. Et donc c'est cette conception particulière de la Terre et cette manière particulière d'élaborer des modèles qu'a ensuite véhiculé dans l'espace public l'idée de catastrophe et de transition abrupte. Notre effet des modèles des sciences du système Terre a été de prendre en compte les êtres vivants dans les modèles climatiques. Là, vous avez affiché à l'écran l'évolution des différents processus qui sont pris en compte à l'intérieur des modèles du climat depuis les années 70 jusqu'au 5e rapport du GIEC, et on voit qu'à partir du 3e, de la fin des années 90, la végétation rentre dans les modèles du climat alors qu'elle n'y était pas avant, et ça c'est un des effets principaux des sciences du système Terre. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un rapport différent au public entre le système Terre et le GIEC. Alors premièrement, c'est que ce n'est pas le même type de collectif. On a affaire à un petit groupe de théoriciens très médiatisés versus des rapports collectifs qui sont au résultat de travail de milliers de chercheurs pour le GIEC. Le mode d'adresse est différent aussi. Le GIEC s'adresse aux décideurs par le biais de rapports de plusieurs milliers de pages. Les théoriciens du système Terre s'adressent à la fois aux décideurs, à la communauté scientifique, mais aussi à la société civile, aux ONG, au grand public, etc., par le biais d'articles scientifiques à fort impact qui sont relayés par une sorte de gros travail institutionnel et communicationnel de ces disciplines. Par rapport à la physique du climat, on a une complexification des problèmes par rapport au seul CO2, si on prend le cas des limites planétaires, mais on a aussi, si on élargit un peu la perspective depuis les sciences sociales, une vision assez pauvre et naturalisante des dynamiques sociales et une absence de prise en compte des asymétries. Ça a été l'ensemble des critiques que les sciences sociales ont adressées, notamment au concept d'anthropocène. Il me reste un petit peu de temps. Ouais, ça va. Je vais terminer avec une dernière conception de la Terre qui est Gaïa, qui émerge un peu avant les sciences du système Terre et en fait qui a nourri la conception de la Terre du système Terre. Donc c'est une hypothèse qui émerge du travail et de la collaboration de Lovelock et de Margulis dans les années 60 et 70. Les deux auteurs partent de deux constats. Premièrement, la vie a une influence massive sur son environnement géologique. Ça avait été négligé par les géophysiciens, les géochimistes, etc. Et deuxièmement, l'environnement global est resté habitable pendant plus de 3 milliards d'années en dépit de perturbations externes. Et donc, ils font l'hypothèse que c'est la vie qui régule l'environnement chimique et climatique de la Terre et qui maintient cette habitabilité.
L'idée d'habitabilité de la Terre, qui est très en vogue aujourd'hui, en fait, vient en grande partie de ces travaux-là. Gaïa a ensuite été, dans un discours extrêmement populaire, dénoncé ou critiqué comme étant de la pseudo-science qui aurait intéressé au mieux quelques mouvements New Age. C'est quasiment une citation. Et ça fait suite à des critiques qui ont été formulées par un biologiste de l'évolution anglais, notamment Richard Dawkins, qui est célèbre pour sa conception des gènes égoïstes. Pourtant, cette conception gaïenne de la Terre a nourri en profondeur les sciences du système Terre. Vous avez ici Schellnhuber, qui est un des climatologues allemands les plus influents, qui est à l'origine de l'objectif des 2 degrés et qui va défendre cet objectif de maintenir le changement climatique en dessous de 2 degrés auprès du Vatican, des Nations Unies ou de think tanks, précisément sur la base d'une comparaison de la Terre à un organisme qui est hérité de Gaïa. Il va dire, 2 degrés, ça peut vous sembler pas beaucoup si on compare l'intérieur de la pièce et l'extérieur, mais c'est énorme si on compare le fonctionnement de la Terre ou du climat à celui d'un organisme vivant, et une sorte de fièvre qui pourrait déstabiliser certains organes de la planète, et donc de broche en broche, l'ensemble du système de manière catastrophique. Contre l'idée que Gaïa a connu une réception marginale et ne serait pas intéressante, Bruno Latour a véhiculé l'idée qu'en fait elle devrait être prise au sérieux comme une transformation cosmologique du même ordre que celle qui avait été introduite par Galilée. Donc je cite Bruno Latour dans Face à Gaïa. « Il est difficile de ne pas être frappé par la symétrie entre les gestes de Galilée et de Lovelock, levant de modestes instruments vers le ciel pour y faire des découvertes radicalement opposées. » Là, ici, Latour fait référence à les réflexions de Lovelock de l'époque sur la manière dont on pourrait détecter de la vie sur d'autres planètes, comme Mars, la Lune ou Vénus, alors que Lovelock travaillait pour la NASA. Tandis que Galilée, levant les yeux de l'horizon vers le ciel, renforçait la similitude entre la Terre et tous les autres corps en chute libre, Lovelock, baissant les yeux à partir de Mars dans notre direction, diminue en fait la similitude entre toutes les planètes et cette Terre si particulière qui est la nôtre. 5 minutes, c'est bon ? Oui. Alors, je vais présenter rapidement Lovelock, qui était un ingénieur et un chimiste dans le domaine biomédical. Donc, il avait fait toute une série de travaux pendant une vingtaine d'années sur la transmission des infections respiratoires, sur la biochimie des cellules, sur leur composition chimique, la manière dont elles régulent leur salinité, etc. Et des travaux pionniers de cryobiologie où il s'agissait de congeler des cellules ou des hamsters vivants pour essayer de voir leurs effets sur l'effet que le froid avait sur eux et essayer de les ressusciter après. Il a ensuite changé de domaine et s'est intéressé aux sciences de l'atmosphère et de l'environnement, notamment dans le sillage de l'invention d'un instrument, le détecteur à capture d'électrons, qui est un instrument qui a permis de multiplier par quasiment 1000 la sensibilité des instruments chimiques de l'époque. Et pour cette expertise dans le domaine de l'analyse chimique, il a été très courtisé par les différentes agences et institutions qui structurent la production de savoir scientifique sur l'environnement, donc le Temple de la climatologie aux États-Unis, le Centre de Météo France en Angleterre, etc. Et dans le même temps, il a aussi été courtisé par des industries, notamment des industries chimiques et pétrolières, pour qui il travaillait comme consultant, comme Dupont, qui est un des plus gros producteurs de CFC, qui allait être mis en cause comme responsable du trou dans la couche d'ozone et que Lovelock avait mesuré. Imperial Chemical Industries, pareil, gros producteur de CFC, ou comme Shell, que vous connaissez certainement. Et donc, en raison de ces différents travaux dans les années 60-70, donc précisément où Lovelock élabore cette conception gaïenne de la Terre, son cœur de métier, contrairement à ce qu'il raconte quand il se présente de manière un peu abstraite et spéculative, comme quelqu'un qui réfléchit de manière romantique à la présence de vie sur Terre et sur d'autres planètes, en fait, son cœur de métier quotidien, c'était la pollution globale. Il a été pris, compte tenu de ses travaux instrumentaux et pour ses différents clients, dans l'ensemble des controverses qui sont classiquement associées à l'émergence de l'environnement global. Donc le DDT, qui était dénoncé par Rachel Carson dans Le Printemps silencieux, et produit à l'époque par Shell. Le CFC, Lovelock fait les premières mesures avant qu'il soit mis en cause comme responsable de la destruction de l'ozone stratosphérique. Le plomb dans l'essence, on retrouve des rapports de Lovelock sur cette question-là. Les questions de pollution de l'atmosphère dans les grandes agglomérations, le changement climatique, où Lovelock écrit à la fois des rapports pour Shell et des articles sur le changement climatique dès les années 60 et 70 sur la question des pluies acides. Dans le sillage de l'élaboration de Gaïa, Lovelock a eu un rôle extrêmement important pour la prise en compte des vivants dans le modèle dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne vais pas vous montrer en détail, mais on peut retracer assez finement la manière dont Gaïa a
nourri cette prise en compte d'êtres vivants dans les modèles climatiques. Elle a aussi changé la manière dont on voit l'histoire de la vie et de la Terre. Dans les années 70, vous aviez deux visions très séparées de l'histoire de la Terre. D'un côté, les géochimistes faisaient la longue histoire de l'évolution chimique du globe et des océans, et de l'autre, les biologistes ou les paléontologues faisaient l'histoire des modifications morphologiques des êtres vivants, mais sans qu'il y ait d'interaction entre la vie et l'environnement global. Et sous l'influence de Lovelock et notamment de Margulis sur cette question-là, on a une transformation de la manière de penser la longue histoire de la Terre qui est faite désormais des interactions entre les vivants et leur environnement. Alors Gaïa a été comparée à un être vivant et elle était à l'époque définie comme le système constitué de l'ensemble des êtres vivants et de l'environnement avec lequel ils interagissent. Je vais essayer de maintenant de préciser en quel sens Lovelock et Margulis pouvaient penser que Gaïa était vivante. Alors la lecture la plus courante, c'est une lecture qu'on pourrait dire analogiste, où on va considérer que la Terre ou Gaïa est vivante parce qu'elle ressemble par certaines propriétés aux organismes. Notamment, il y a une régulation de certaines variables à la surface du globe, de la même manière que les organismes, comme nous, régulons notre température interne. Cette lecture-là a une longue tradition historique qui remonte à l'Antiquité et qui court jusqu'à la Renaissance, où cette métaphore comparant le fonctionnement de la Terre à un organisme est extrêmement courante. Il y a une autre lecture très différente des raisons pour lesquelles on pourrait considérer que la Terre est vivante, une lecture qu'on pourrait appeler extension vitale. Et un des exemples pédagogiques pour la comprendre, c'est celui de la termitière. Vous prenez, il y a certains physiologistes qui ont défendu l'idée que la termitière en elle-même, et pas seulement les termites, était une sorte d'organisme. Et la raison à ça, c'est parce que la température et le CO2 sont régulés à l'intérieur de la termitière comme dans un organisme. Donc ça, c'est la métaphore analogiste. Mais c'est aussi parce qu'en fait, si vous, donc suivant une autre lecture, si vous vous intéressez à l'activité métabolique des termites, cette activité, elle ne s'arrête pas à leur frontière matérielle, à leur exosquelette, elle traverse toute la termitière, si bien qu'il y a lieu, en fait on s'était trompé, quand on arrêtait la frontière des individus au niveau de leur exosquelette, il fallait l'arrêter à l'ensemble de la termitière. Et c'est un peu comme ça que Lovelock et Margulis, dans une manière un peu différente, voyaient que Gaïa était vivante, ils considéraient que l'atmosphère n'était pas vivante comme les organismes, mais était une partie de la vie parce qu'elle était de part en part traversée par l'influence des êtres vivants. Cette conception gaïenne de la Terre, elle a été mise en avant à l'époque contre les autres conceptions de la Terre, donc contre la biogéochimie qui prenait en compte l'influence des vivants. Lovelock disait oui, mais vous la prenez en compte d'une manière qui n'est pas satisfaisante parce que vous considérez que les vivants c'est quelque chose de semblable à l'atmosphère, aux océans et aux roches, alors qu'en fait ils ont un rôle extrêmement particulier et différent des autres composants de la Terre. Contre la géophysique et les climatologues, ou contre les géochimistes, Gaïa a mis en avant l'importance de l'effet de la vie sur la surface de la Terre. Alors pourquoi Gaïa a été controversée? Il y a deux raisons à ça. Je vais commencer par sans doute la moins connue, mais qui me semble importante notamment pour la controverse au sein des sciences de la Terre et de l'environnement. C'est en grande partie en raison des positions politiques de Lovelock. C'est-à-dire que Lovelock a offert une sorte de cadeau empoisonné aux gens des changements globaux. Il leur a d'un côté offert une nouvelle conception de la Terre sur laquelle ils ont élaboré les sciences du système Terre, mais de l'autre, donc une discipline pour alerter sur les changements globaux, mais dans le même temps, dans les années 70 et 80, Lovelock semait le doute sur l'idée qu'il y avait des changements globaux. Il a longtemps, par exemple, argumenté qu'il n'y avait pas besoin de légiférer contre les CFC, que l'ozone n'était pas un problème important. Même chose sur le changement climatique et sur le DDT, sur toute une série de problèmes où il avait une position très proche des marchands de doute, donc ces lobbies des industries chimiques, pétrolières et des cigarettiers dans toute une série de controverses. Deuxième raison pour laquelle Gaïa a été controversée au sein des sciences, c'est parce que beaucoup y ont vu une forme de remise en question de l'ensemble de l'édifice moderne et de la rationalité scientifique. L'idée qu'il y a derrière, c'était que, en gros, la modernité et les sciences modernes sont issues d'une sorte de mécanicisation du cosmos, c'est-à-dire une comparaison de la nature et de la Terre à une machine, qui a eu pour conséquence toute une série de manières de penser, donc une distinction entre nature et culture, une distinction entre les faits et les valeurs, ou entre ce qui est et devrait être, qui a permis, selon Caroline Merchant, qui a écrit La mort de la nature, l'exploitation corrélative des femmes et de la nature, mécanisation du cosmos qui est aussi à l'origine d'une forme de désenchantement du monde et de réductionnisme ou de régime réductionniste à l'intérieur des sciences. Et l'idée, même si elle n'est jamais peut-être formulée comme ça, mais c'est que le fait de considérer à nouveau que la Terre était vivante, comme à la Renaissance, a remis en tension l'ensemble de ces questions-là.
et contre l'idée que en fait, la réception de Gaïa serait uniquement scientifique ou serait New Age mais marginale. En fait, si on regarde dans le détail, dans les années 70, 80 et plus récemment, Gaïa était l'objet d'une appropriation culturelle extrêmement vaste par toute une série de traditions qui vont du néopaganisme à la contre-culture environnementale américaine, en passant par des réflexions morales et spirituelles sur la nature, par l'écoféminisme, par l'anthropologie philosophique ou par l'écologie politique britannique notamment. Donc voilà le petit tour d'horizon que je voulais faire sur différentes manières dont les scientifiques de la Terre et de la nature peuvent se représenter différemment leur objet d'étude et comment ça peut orienter certains cadrages politiques. Une manière de voir ce que j'ai présenté, c'est donc de voir la place des sciences de la nature dans le cadrage du problème, premièrement en montrant que, en fait, elles n'apportent pas seulement des faits bruts et des prédictions issues de modèles, mais elles apportent avec elles une ontologie, c'est-à-dire une manière de se représenter la Terre qui ne va pas de soi et qui a une histoire. Et on a vu que, dans ces différentes conceptions, l'environnement global était conçu de manière différente, un terrain de bataille surveillé, un stock global de ressources, un lieu clos et habitable, etc. La manière dont le global est constitué est différente aussi à chaque fois. Ça peut venir du vaste réseau de mesures pour la physique, du temps de mélange des réservoirs pour la chimie, etc. Mais ce qu'il y a de commun à ce que je vous ai présenté, c'est qu'à chaque fois, ce sont les mêmes personnes qui parlent au nom de la Terre, c'est-à-dire à chaque fois, ce sont des discours et des représentations qui viennent des sciences de la nature, que ça soit d'un petit groupe de théoriciens ou d'un très large collectif international. Ça pose au moins deux questions. Premièrement, celle de la place des sciences humaines et sociales dans ces représentations. Et de manière plus large, la prise en compte de discours qui viendraient d'autres ontologies ou d'autres cosmologies. Et donc du coup, j'ai l'honneur de laisser la place maintenant à Anastasia Martin qui va singulièrement élargir la perspective sur ce problème. Alors d'abord, j'espère que vous êtes souple, parce qu'on va faire un grand écart d'une certaine manière. Donc voilà. En fait, en réponse au titre de ce que Sébastien vient de nous raconter, quelle est la nature de la Terre, moi j'aimerais poser une autre question qui serait quelle est la nature de la problématique à laquelle on est tous en train de faire face, l'incertitude écologique, climatique dans laquelle on est plongé. Donc, quelle est la nature de ce problème ? Moi, j'aimerais proposer, depuis ma focale anthropologique, que la nature du problème, c'est sûrement la formulation de ce problème et les termes dans lesquels on pose le problème, dont Sébastien vient de nous faire une définition en mode sprint, mais très exhaustive. En fait, je vais commencer par vous raconter une petite histoire qui vous illustrera un petit peu, moi, les questions que je me pose par rapport à ça. Il y a 3 semaines, j'étais invitée dans un festival d'historiens à Toulouse qui s'appelle l'Histoire à venir. Et donc, j'étais dans une table ronde avec une économiste, un membre du GIEC, du groupe 3 du GIEC et une océanographe sur la question du progrès, 3 petits points, à l'effondrement. Et donc moi j'étais l'anthropologue parmi ces personnes-là. Donc le cadre théorique de ce dont on allait parler a été posé par l'économiste, qui même si elle était hétérodoxe parmi les hétérodoxes et a tout de suite encensé la question de l'effondrement, mais a posé un cadre très très méta, très très général. Et ensuite, l'océanographe et la personne du GIEC ont abondé dans ce sens-là en nous parlant d'emballement climatique, en nous donnant des chiffres, des statistiques, en nous parlant des événements de faible probabilité à haut risque qui, malgré leur faible probabilité, risquaient de devenir la norme demain, etc. Et puis là, le tour de parole a fini et puis tout le monde s'est tourné vers moi et donc moi j'étais finalement l'anthropologue de service, entre guillemets, qui devait répondre à ça, en fait, à un problème qui avait été formulé de manière, comme dirait Bruno, depuis Sirius. Et ça a été assez horrible, parce qu'il y avait 400 personnes et j'ai dit, en fait, je ne sais pas
comment répondre à ça depuis la perspective anthropologique sans venir agiter le gros lot sympathique des cosmologies plus reliées à la nature entre guillemets et qui du coup vont pouvoir allègrement être instrumentalisées par ces personnes de fait. Donc bon, la discussion s'est passée bon an mal an et finalement à la fin, quand l'océanographe a repris la parole pour résumer ce qui avait été dit, elle a parlé de la difficulté des politiques et des gens, en fait, de Monsieur Tout-le-Monde à comprendre, en fait, les données là, qui sont présentées par les scientifiques et du coup de la nécessité de passer par des formes de restitution artistique, sensible, pour que les gens comprennent finalement la nature du problème et puis aussi peut-être que les politiques puissent écouter, parce que c'est ça le problème, c'est que les politiques n'écoutent pas. Et ensuite, on a terminé sur, enfin c'est elle qui a parlé des peuples racines et de la nécessité d'associer les peuples racines aux productions sur le climat parce que c'est important qu'ils soient intégrés. Voilà. Donc je pense que vous avez saisi un petit peu la nature de mon agacement par rapport à ces questions. Donc moi je pense qu'il y a pour travailler cette question de la formulation du problème, je pense qu'il est nécessaire de dézoomer et finalement de prendre encore plus de recul que là, ce qui vous a été présenté, parce que moi, je ne suis pas, depuis ma perspective anthropologique, absolument convaincue que de fait, il y ait un changement d'ontologie d'une science à l'autre que tu nous as présenté. Je n'ai pas non plus l'impression qu'il y ait une révolution copernicienne. Pourquoi? Alors là, Sébastien, il joue un petit peu le rôle de Bruno, hein, qui va être sensible à ce qui se passe disons, aux diversités, aux diverses approches depuis l'intérieur du naturalisme. Et moi, je joue un petit peu le rôle de Philippe Descola, qui finalement, ils avaient cette controverse depuis très très longtemps, qui, lui, va prendre plus de recul et va dire, non, attends, en fait, il y a quand même disons, une ontologie ou une manière d'être au monde générale sous laquelle peuvent être rassemblées toutes ces différentes conceptions de la Terre. Alors, juste pour ceux qui connaissent, je suis désolée, mais s'il y a des gens qui ne connaissent pas, je pense que ça me paraît en fait vraiment important de rappeler ce que c'est dans la perspective descolienne que le naturalisme. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a... C'est un outil heuristique de pensée qui m'a vraiment permis de travailler. Alors c'est tout simple en fait, il faut vous imaginer une ligne toute droite, la rectiligne, et ça serait la nature ahumaine, transcendante et sur laquelle on peut agir. Et au-dessus de ces lignes, vous avez des petites sphères comme ça, et ça c'est les cultures. Et alors il y a des petites flèches qui vont vers la grande ligne plate toute droite, et ça c'est les manières dont les cultures humaines interprètent cette nature. Donc une pluralité de cultures qui interprètent, se relient à cette nature universelle pour tous de manière différente. Et évidemment, la science, elle se pose encore au-dessus dans ce schéma-là parce qu'elle prétend interpréter, dévoiler les mécanismes de cette nature indépendamment, c'est-à-dire elle est encore au-dessus, indépendamment des bulles culturelles. Bon, évidemment, les historiens des sciences nous ont montré que c'était plus complexe que ça, mais en fait, dans le sens commun, je dirais que ça reste, disons, l'ontologie dominante. Donc Descola, lui, pour répondre à ça, il a fait son tableau à 4 cases, il a dit non, mais en fait, il n'y a pas une ontologie, mais il y en a plusieurs, et ce n'est pas des cultures, c'est vraiment des mondes différents, où en fait, non seulement les humains
pensent et sentent différemment, mais aussi, disons, le milieu, l'umwelt, l'écosystème avec lesquels ils vivent, lui-même est différent. Donc c'est vraiment l'idée qu'il y a des mondes, nature, culture mélangée, qui se différents. Donc lui, il a fait ces 4 cases, donc je vais vraiment pas revenir là-dessus parce que ça serait beaucoup trop long, mais juste pour rappel, c'était l'animisme en face du naturalisme et le totémisme en face de l'analogisme. Et l'une des plus grandes critiques qui lui a été faite, notamment par Bruno, c'était que il lui disait mais ton schéma il penche, parce que en fait le poids à la fois disons le poids au sens du pouvoir, le poids démographique et au sens du pouvoir des institutions était clairement dans la case naturaliste, et tous les autres du coup se retrouvaient un petit peu la tête en bas. Et ça, moi, c'est une critique qui m'a énormément aidée dans mon travail, parce que même si je comprends en fait la nécessité d'avoir voulu symétriser ces ontologies pour montrer qu'elles existaient simultanément et sortir définitivement d'une forme, disons, d'évolutionnisme social, en même temps, ça produit une tendance à dépolitiser les questions, en tout cas déshistoriciser les questions. Ça se sent beaucoup quand vous lisez Par-delà nature et culture. Il l'a fait pour des raisons, d'ailleurs dans la droite ligne de Claude Lévi-Strauss et du structuralisme, donc pour des raisons disons, politique à l'intérieur même de la discipline de l'anthropologie. Ça permettait de poser l'anthropologie à un endroit des sciences sociales où elle n'était pas. Mais le problème, c'est que en s'abstrayant de cette question des rapports de force, de l'histoire coloniale, etc., on perdait aussi une forme de capacité de penser en fait que ces manières d'être au monde sont aussi des réponses à cette histoire coloniale. Donc après, Bruno, par rapport à ça, il a eu une pensée à laquelle, que moi je trouve très puissante. En fait, il s'est demandé il a posé la question à Philippe si finalement, mais est-ce qu'on est bien sûr que le naturalisme, dans lequel on peut s'accorder pour dire que ces différentes sciences s'intègrent, est-ce que c'est vraiment une ontologie? Est-ce que c'est vraiment une manière d'être au monde, ou est-ce que c'est pas une erreur de cadrage, une erreur de parcours, ou à un moment donné une branche quelque part de l'analogisme qui serait allée ailleurs, mais qu'on ne pourrait pas qualifier d'ontologie, parce qu'une ontologie qui, au bout de 4 siècles, est déjà en train d'aller dans le mur et de s'étouffer, est-ce que ça peut vraiment être catégorisé comme tel? Et alors, moi, par rapport à ça et dans mon travail, c'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas mettre de côté la question de l'histoire coloniale, etc. C'est la question de l'institution, en fait. C'est que là où, je ne sais pas si c'est une ontologie, mais en tout cas, là où ce naturalisme, et malgré la diversité à l'intérieur des sciences que Sébastien nous a présenté, en fait, là où ce naturalisme est extrêmement présent, c'est dans toutes nos institutions de gestion de la nature et de la culture. Les institutions restent résolument naturalistes, et là justement ce dont on se rend compte, c'est qu'avec ces mêmes institutions, on n'a pas forcément les outils pour sortir de la crise dans laquelle on est tous plongés. Il y a 20 ans, moi je parlais encore 15 ans de la question des avant-postes climatiques, mais aujourd'hui on voit bien que cette notion elle est devenue
complètement obsolète. Et donc, une question que l'anthropologie peut se poser, c'est si au sein de notre propre cadrage de monde, on n'a pas les outils pour penser différemment, où est-ce qu'on peut aller chercher ces outils tout en ne faisant pas ce geste, en tout cas en tentant de résister à la question de l'instrumentalisation des autres, où on va réingérer quelque part leur puissance pour en faire le cœur même de notre reprise à nous, ce que le capitalisme fait sans arrêt de manière extrêmement brillante. Voilà, donc moi, ma manière de fonctionner, c'est vraiment plutôt que de parler d'ontologie ou de cosmologie différente, j'essaie de voir comment les collectifs autochtones avec lesquels j'ai travaillé, principalement en Alaska, aux États-Unis et au Kamtchatka, en Russie, répondent à des situations de crise écologique, climatique, côté Alaska, mais aussi, disons, plus systémique, politique, économique, côté Kamtchatka. Et de dire qu'en fait, dans leur manière de répondre à ces séries d'effondrements, d'élitements, ils n'y répondent pas à la manière moderne. Donc je vais juste vous donner... j'ai encore... je vais juste vous donner... désolée pour cette longue introduction un peu méta, mais je pense que c'est quand même important de rappeler ces points. Et justement, pour ne pas agiter le gros lot des cosmologies et tout de suite vous parler de choses qui pourraient réanimer nos relations aux êtres qui peuplent le monde, mais d'abord d'en passer par vraiment là où c'est difficile. Alors, le premier exemple, ça serait sur la question du changement climatique en Alaska. En réalité, moi, quand je suis arrivée sur le terrain pour travailler avec les Gwich'in, c'était à l'époque mon travail de thèse, je voulais travailler sur l'animisme. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte que les Gwich'in, ils faisaient face à des métamorphoses climatiques absolument drastiques. Les forêts brûlent, les rivières débordent, les animaux migrateurs ne migrent plus, etc. Qu'il y avait de fait une forme de perte de sens, c'est-à-dire que là, il y a 15 ans, ce que vivent aujourd'hui, ce qu'ont vécu la semaine dernière les habitants de New York et de Montréal avec ce ciel de science-fiction orangé, l'odeur de brûlé qui plane dans les rues, etc. Il y a 15-20 ans, c'était déjà le quotidien en fait de ces gens-là dans la taïga qui vivaient des étés entiers sans voir à 2-3 mètres devant eux, évidemment sans que personne ne s'en émeuve outre mesure. Et moi j'ai réalisé à quel point j'arrivais avec... en fait à l'époque, dans les sciences humaines, on parlait très peu de ces questions. Donc ça a été quand même une sacrée claque. Et donc les gens qui parlaient de ce sens commun qui se délite, de plus savoir... d'être dans le flou en fait, d'être dans la fumée comme dans le flou, de ne plus savoir repérer les animaux par rêve, les canaux des chamans étaient brouillés, on ne savait plus si les saumons allaient remonter telle rivière ou telle rivière, etc. Donc vraiment cette forme d'incertitude très très forte. Et donc moi pendant plusieurs mois, 1 an, j'ai travaillé sur d'autres questions, sur des questions coloniales, mais j'ai un peu mis ça de côté parce que finalement, j'avais l'impression que, entre guillemets, l'animisme, ça ne fonctionnait plus. Et d'ailleurs, petite anecdote pour revenir sur ce qui nous relie un petit peu sur Bruno, il se trouve que sur le terrain, j'étais absolument déprimée pour ces raisons, parce que je ne voyais pas comment j'allais pouvoir écrire quelque chose d'articulé sur des gens qui finalement expriment la désespérance et la perte. Et par ailleurs, j'avais eu affaire à des savoirs en anthropologie ultra stabilisés. C'est-à-dire, j'avais lu tous les chercheurs qui m'avaient été recommandés, mais sur des cosmologies en fait
des mondes qui marchaient, qui fonctionnaient. Et en fait, ce dont je me rendais compte, c'était que en fait, ça ne collait pas. Le cadre ne collait pas, le cadre d'Escolien ne collait certainement pas. Et là, à ce moment-là, j'avais amené refaire la sociologie de Bruno. Et en fait, quelque part, c'est clairement lui, c'est lire Bruno sur le terrain en Alaska qui a fait finalement que j'ai eu des outils à ma disposition pour penser l'animisme d'une autre manière, justement dans cette phrase de c'est quand les mondes se délitent qu'ils deviennent visibles. Là, c'était vraiment ça. Donc quelque part, j'ai un peu appliqué la méthodologie de Bruno à l'animisme plutôt qu'au naturalisme. Et voilà, donc en fait, ce qui est ressorti, la manière dont cet animisme désinstitutionnalisé, si on veut, est revenu par la fenêtre, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, les Gwich'in, pour finalement penser et être réflexifs sur cette incertitude et sur toutes les hybridités en fait qui advenaient dans ce lieu, finalement intensifier les manières dont ils se racontaient des histoires mythiques ou pas d'ailleurs sur ces animaux, c'est-à-dire intensifier la mise en présence de ces animaux au sein de leurs histoires la nuit, le soir. Pardon. Et en fait, ce qui m'a paru vraiment intéressant, c'est que finalement, en étudiant en fait et en écoutant et en lisant énormément de mythes, je me suis rendu compte que ce temps de la spéciation, ce temps du mythe, c'est justement un moment où les animaux, enfin disons les différents êtres en coprésence, n'ont pas encore leurs frontières de corps et d'esprit bien constituées, ils ne sont pas encore constitués en tant qu'espèce ou en tant qu'entité. Et donc en fait le temps du mythe, c'est ce que racontent tous les mythes, c'est toute une série de dialogues, de batailles, de controverses entre les uns et les autres, où justement dans la controverse, par rapport à ce qu'on disait hier, dans la controverse, chacun va devenir qui il est. Donc c'est vraiment un moment, ce temps du mythe, il est invivable. Tout le monde se comprend, mais il est invivable. Cette idée que comme les frontières ne sont pas bien stabilisées entre les êtres, on parle tous la même langue. Mais en même temps, c'est tellement instable qu'il n'y a pas encore de monde vivable en commun parce qu'il n'y a pas encore les différences bien constituées. Et donc, voilà, toutes ces histoires, c'est comment ces différences se constituent et comment, en fait, chaque espèce devient qui elle est. Et au moment où elle devient qui elle est, et ça c'est toute la problématique, et ben le dialogue se ferme temporairement, se referme, c'est-à-dire les limites se referment. Je ne suis plus capable de comprendre le langage d'un castor, d'un loup, d'une truite, etc. Et là, il va falloir développer des techniques pour réamorcer ce dialogue, qui sont des techniques rituelles et des techniques de rêve. Vous voyez comment, en fait, cette instabilité climatique qui était vécue, en fait, très concrètement dans le territoire, finalement pour eux, plutôt que de l'interpréter comme quelque chose d'une lointaine humanité qui viendrait pervertir, polluer ce territoire, finalement, ils le comprenaient comme ce temps du mythe, qui est un temps très très lointain en réalité, qui est sans cesse rappelé à l'esprit, mais qui est lointain, qui est un temps de l'origine, si on veut, qui était en train de se rejouer. Et c'est pour ça que malgré le fait qu'on sait bien qu'on ne comprend plus les espèces autour de nous qui sont en train de s'hybrider et qui débordent les cadres dans lesquels on a voulu les insérer, et disons, de manière assez contre-intuitive, c'est justement parce que ça déborde, c'est justement parce qu'on ne comprend plus qu'il fallait réintensifier le dialogue. Et donc là, je saute, pardon pour le méga raccourci, mais je saute au Kamtchatka pour aller plus loin sur cette question. Ça va, j'ai encore 2 secondes là ? Oui, encore. Okay. Donc côté Kamtchatka,
finalement, ce travail, je l'ai prolongé, mais là où ça a été un petit peu différent, c'est que à la crise, enfin disons à l'histoire coloniale, à la crise économique et écologique et climatique, c'est rajouté cette notion d'effondrement politique et économique qui venait d'advenir il n'y a pas si longtemps. Et là aussi, il y a eu des formes de réponse très similaires à ce que je viens de vous décrire pour la question du climat en Alaska. Donc Daria et sa famille, qui sont un collectif Even, anciennement éleveur de rennes, qui décide de repartir en forêt au moment de la chute de l'Union soviétique, enfin juste avant en 89. Donc ils repartent en forêt, mais ils repartent pas en forêt sur un territoire ancestral parce que c'est des nomades et qu'en fait ils sont arrivés au Kamtchatka au 19e. Et que par ailleurs, en fait, là où ils retournent, c'est un ancien kolkhoz qui avait fait faillite dans les années 60. Donc ils retournent sur les ruines d'une tentative politique échouée. En fait, ce qui est important, c'est pas tellement le lieu où ils retournent, mais c'est les pratiques, les techniques qu'ils vont réinventer pour faire face à cette crise systémique à un moment donné, toutes les structures qui vous tenaient s'effondrent, et comment vous réinventez une relation au monde, bon là de fait qui était basée principalement sur la chasse, la pêche et la cueillette, mais comment vous réinventez cette relation au monde quand en plus tous les chamans qui étaient là par le passé ont été décimés pendant l'époque coloniale. Donc il n'y a plus de diplomates, ça veut dire qu'il n'y a plus personne, ce qui était le cas aussi en Alaska. Donc vous voyez comment en Alaska, il y avait ce retour des histoires, des mythes, etc. pour penser l'hybridité et le climat. Là, c'est la même chose, il n'y a plus de chamans. En plus, de manière encore plus forte, côté Even, il y avait vraiment cette notion il faut un intermédiaire diplomate entre les humains et les puissances, qu'elles soient animales ou autres, mais tout un chacun ne peut pas se relier à ces puissances-là comme ça de manière horizontale. Donc il faut un intermédiaire, manque de bol, il n'y en a plus. Donc comment ils font et là en fait, ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé, c'est la manière dont en fait ils réinventent de manière horizontale, alors que c'était pas censé être dans leur cosmologie, des manières finalement de rêver. C'est-à-dire comment ce collectif qui à un moment donné repart de manière assez minoritaire, hein, dans la famille, là je vous parle de 15 personnes, et après sur tout le territoire des gens qui sont repartis, on parle d'une centaine de personnes. Donc comment en fait quand ils repartent, la question de la survie immédiate, c'est-à-dire exister en forêt, repose immédiatement la question du rêve. Ça c'est quelque chose qui m'a été vraiment beaucoup raconté, qu'en fait si tu veux comprendre les trajectoires des animaux que tu vas chasser demain, il faut non seulement te raconter et te re-raconter les histoires qui les concernent et qui montrent qu'en fait elles sont toujours plus que ce qu'on attend d'elles, mais il faut aussi te mettre en capacité de rêver avec elles. Et donc je fais juste un petit point sur cette question du rêve. En fait, eux, dans leur manière de penser le rêve, disons, en fait, il n'y a pas une manière, mais je dirais qu'il y en a deux principales. La première, c'est la plus classique, c'est celle qui nous concerne également, c'est ce qu'on pourrait appeler le rêve projectif, c'est l'idée de dire qu'en fait, quand on rêve, l'esprit reste à l'intérieur du corps et on va projeter ce qui a pu nous arriver dans la journée, dans le mois, dans la petite enfance, enfin quelque part, peu importe, mais on va projeter des choses qu'on a captées avec nos sens, mais qui vraiment ne sortent pas de cet endroit-là. Donc ça, eux, ils rêvent aussi la plupart du temps
de manière projective, mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne les intéresse pas du tout. C'est-à-dire que le matin, ils n'ont absolument pas envie d'analyser leurs rêves et d'essayer de comprendre quel est leur traumatisme sur cette question, comme nous, on peut le faire, parce que ça revient nous polluer l'esprit, et qu'en plus, le matin, quand on se réveille, on a le rêve qui est juste là, et puis du coup, on n'arrive pas à être dans le réel. Bon, ça les intéresse pas, on n'en parle même pas. Mais eux, le type de rêve qu'ils recherchent, c'est ce qu'on peut appeler des rêves animiques, c'est-à-dire en fait qu'ils présupposent qu'à un moment donné, quelque chose comme l'âme, l'esprit, en tout cas quelque chose sort du corps, peut sortir du corps, et part à la rencontre d'autres êtres qui peuplent ce monde-là qu'on habite en commun, que ce soit des animaux ou pas. En fait, à ce moment-là se rejoue ce dont je vous parlais tout à l'heure sur le temps du mythe. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, comme la question de la corporéité du corps physique qui nous limite dans nos interactions avec les autres est mise de côté, là, en fait, peut se rejouer ce dialogue primordial d'êtres qui sont différents, mais qui, parce que ils sont libérés de ces limites physiques-là pendant la nuit, peuvent dialoguer. Et donc, se passe, on espère, un dialogue. Et à ce moment-là, au matin, quand il y a le processus d'incarnation finalement qui se rejoue au matin avec le réveil, et bien là évidemment il faut se souvenir de ce qui a été déposé par des altérités en nous quelque part. En fait, en réalité, ce qu'il raconte, c'est que ça se dépose vraiment en nous au moment du réveil, et c'est pour ça que on passe finalement des heures le matin à se raconter ce qui s'est passé, parce que du coup on a des clés de compréhension sur finalement les trajectoires des êtres qui nous entourent. Et après, c'est pas forcément ah bah tiens, j'ai rêvé j'ai été avec les saumons cette nuit et donc ils m'ont indiqué qu'ils étaient à tel endroit de la rivière et je pars pêcher, et ben de fait voilà, ça marche et ils sont là, donc pour des logiques vraiment de prédation mais qui existent. Mais ça peut aussi être disons un peu de manière dédoublée. Ça veut dire que par exemple, si on va rêver des oies sauvages par exemple, et qu'on va se déplacer avec elles pendant la nuit durant une assez longue période, finalement au réveil, ce qui va être compris, c'est pas la question des oies, c'est la question que en fait le climat va changer. C'est-à-dire que là, en fait, on a besoin des oies pour comprendre que finalement le temps est en train de changer, et donc se préparer au fait que les rigueurs de l'hiver vont arriver. Voilà. Donc là voilà, temps du mythe, temps du rêve qui finalement réactive quelque part ce temps du mythe pendant le moment nocturne de l'existence, mais encore une fois, comme vous le voyez, là ces pratiques que je vous décris n'adviennent pas comme ça out of the blue, elles adviennent parce qu'il y a une question qui a été posée. Et cette question, c'est comment on fait face aux métamorphoses écosystémiques en cours, comment on fait face à la déréliction de nos milieux de vie, comment on fait face à un effondrement politique, économique, et comment on retourne vivre en forêt alors qu'on a été dans une structure, on a été, disons, pour reprendre l'expression de Daria, finalement infantilisé pendant toute l'époque soviétique où tout était fait pour nous, et là d'un seul coup on doit à nouveau réadvenir à nous-mêmes. Comment on fait? Voilà, bah ça c'est des formes de réponses que eux ils ont trouvées. Et alors après, est-ce que j'ai le temps de parler de... Hein? Okay. Voilà, je vais juste finir sur en fait, moi, la question qui
qui m'occupe vraiment l'esprit en ce moment et sur laquelle je vais travailler là dans le futur et qui continue d'avoir quelque chose à voir avec ces réponses. C'est par-delà les plantes et les animaux auxquels on a largement fait une place à l'heure actuelle dans les différentes philosophies de la nature, écologie politique, etc. Maintenant, ça ne nous fait pas bondir que de penser qu'on peut se relier à ces êtres vivants-là, justement parce que ils sont vivants comme nous. Mais moi, la question, disons, métaphysique qui a émergé à partir de ce terrain au Kamtchatka, c'est cette question des éléments. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte sur le terrain que ça ne m'est pas venu tout de suite. Hein, c'est comme l'histoire de l'animisme revenu par la fenêtre en Alaska après avoir fait que de l'histoire coloniale. Bon, là, c'est pareil. C'était vraiment plutôt sur la fin, je me suis rendu compte que Daria s'adressait au feu de manière tout à fait quotidienne, que finalement avant de manger, sans qu'il y ait un rituel très très disons stabilisé, mais que chaque fois avant de manger, il y avait la première cuillère qui était donnée au feu, qu'il y avait une attention toute particulière à la manière dont les cendres s'agençaient au moment où le feu s'éteint, des formules qui lui étaient prononcées justement avant qu'il s'éteigne, etc. Et là, je me suis dit, ah bah mince, là je suis face à une problématique que je vais avoir du mal à déconstruire, parce que c'est vrai que la question de l'animisme, elle a beaucoup été médiée par la question de la personne. On a beaucoup parlé de personnes non humaines. Et là, comment est-ce que je peux comprendre ce feu? Alors j'ai demandé à Daria, mais du coup, tu lui parles parce que c'est une personne. Alors évidemment, je passe pour une demeurée. Évidemment, non, c'est pas une personne. Oui, mais alors est-ce qu'il a une âme? Il a un principe d'animation, mais il n'a pas une âme en soi de la même manière que les humains. Mais c'est pas, disons, c'est pas pour cette raison qu'on ne peut pas s'adresser à lui. Au contraire, il faut s'y adresser, parce que c'est le principe même de vie et de mort. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le met. Il est associé au concept en Even, Méven, c'est le cœur, et donc on le catégorise comme ça parce que on le met au cœur du foyer, au cœur de la yourte, comme on met le soleil dans notre cœur. Et donc en fait, il y a vraiment tout ce soin qui est déployé, parce qu'on sait qu'en fait, ce feu, s'il déborde, tout simplement, il va tout détruire sur son passage. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait exactement les mêmes types d'adresses avec les rivières, notamment des champs qui sont adressés aux rivières. Le même type d'adresse, alors avec des intermédiaires sacrificiels, mais tout de même avec les questions du temps, le temps qu'il fait en fait, le temps qu'il fait, la météo, et que c'était là. Et donc voilà, moi, à un moment donné, je me suis dit, tiens, mais alors qu'est-ce qui se passe dans mon incapacité à finalement faire entrer ces puissances-là, ces entités-là, dans mon cadre d'analyse? Ça ne me dérangeait pas jusqu'à maintenant qu'on aille jusqu'aux plantes, mais là, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse faire sens par-delà le petit exemple local ethnographique que je suis en train de donner. Et j'ai pas encore la réponse, à part de dire que je pense qu'il y a une grande enquête à mener sur ces différents types de rapports aux éléments, c'est-à-dire vraiment de décaler la frontière, la limite ontologique dans laquelle on s'est auto-confiné, ou qui fait qu'au bout d'un moment, au-delà d'un certain point qui est la question du vivant, on a du mal à y aller différemment. Voilà, je pense que ça, c'est une des frontières qu'il faut questionner à l'heure actuelle. Et voilà.
Une des questions où donc on a eu du mal à imaginer des exercices pratiques en lien avec le thème des conférences, parce que c'est pas notre métier, que c'est un savoir-faire à part entière et qu'on n'y est pas habitué, donc désolé pour ça. Mais peut-être une manière de lancer les réflexions et même des suggestions d'ateliers qui pourraient être faits. On s'est interrogé sur le point de jonction, en gros, entre nos deux perspectives. Donc on essaye tous les deux de décaler d'une certaine manière par rapport à un discours considéré comme dominant. Moi, je décale à l'intérieur des sciences depuis la physique du climat, on va dire, et Nastasia décale depuis l'extérieur et unifie d'une certaine manière au provincialisme la petite pluralité que j'ai essayé de décrire. Peut-être un exemple sur c'est un travail en cours d'essayer d'un peu d'articuler ces deux réflexions, à quoi ça sert de les mettre en regard ou en perspective, au-delà d'apporter un point de contraste. C'est pas juste une question rhétorique d'essayer d'articuler les deux. Il y a eu des cas où ça s'est posé de manière concrète et pratique. Et un exemple qui me semble intéressant, c'est celui de l'IPBES. C'est la grande institution qui est un peu l'équivalent qui est à la biodiversité ce que le GIEC est au climat. Donc une institution onusienne de rapport adressé aux politiques sur la manière de gérer entre guillemets la biodiversité. Et le cadrage initial à l'intérieur de l'IPBES, c'était celui des services écosystémiques. L'idée de service écosystémique, c'est un concept qui a émergé à l'articulation avec l'écologie et l'économie à la fin des années 90, pour dire en gros, ne détruisez pas la nature parce que les abeilles vous rendent des services à hauteur de tant de trillions de dollars. Et du coup, c'est une vision de la nature comme un ensemble de processus qui rendent des services à l'humanité. Et donc c'était le cadrage initial qui était censé nourrir les discussions et les débats à l'intérieur de l'IPBES. Et la délégation bolivienne, en alliance avec d'autres délégations d'Amérique du Sud, a dit mais ça ne va pas du tout ce cadrage, c'est une mauvaise manière de formuler le problème. Nous, on ne voit pas la nature comme fournissant des services écosystémiques, et ils ont explicitement formulé l'idée qu'il faudrait un cadrage en termes de mer nature ou de Pachamama à l'intérieur du dispositif pour voir comment ça changerait la formulation des problèmes, leur prise en charge, etc. Ouais, et non, il y a peut-être une chose sur laquelle j'avais envie d'insister et qui rebondit aussi un petit peu sur ce que la conférence d'hier sur les controverses, c'est que je pense que là où quelque part la posture de l'anthropologue elle est un petit peu différente de celle de l'historien philosophe des sciences, c'est que en fait d'un point de vue méthodologique, c'est un peu la grande chance et en même temps la croix qu'on porte, c'est que finalement le choix en fait, le choix de donner la visibilité, de la voix à une minorité de personnes, à une cosmologie qui finalement est complètement écrasée par les autres, mais de la mettre en lumière, en fait ce choix-là, on va pas se mentir, c'est d'emblée un choix politique. C'est un choix politique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on reste non affecté et rationnel, en fait, on fait pas ça. On fait autre chose, mais on fait pas ça. Et du coup, l'anthropologie, finalement, s'arroge le droit, quelque part, de dire moi, avec mon bagage et tout ce que j'ai compris de cette situation, disons, de rapport de force extrêmement violent sur le terrain, etc., je décide explicitement de mettre ce mode de relation au monde, cette réponse-là en lumière. Et du coup de lui donner du poids et de la valeur. Et finalement, ça, c'est un truc qui est quand même un peu plus difficile, je sais pas, à faire, toi, depuis ta focale disciplinaire. Parce que quelque part il y a cette idée qu'il faut, on va balayer, on va déplier la controverse, on va balayer les focales des uns et des autres et comprendre les raisons historiques qui produisent tous ces décalages-là, mais à aucun moment tu n'as le droit, entre guillemets, de dire bon, au vu de cette grande histoire, il me semble que tel cadrage de monde est peut-être plus positif que tel autre. Et ça, moi, j'ai l'impression, enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est une question
Moi, en tout cas, elle m'habite beaucoup, c'est cette place du chercheur, de l'enquêteur. Est-ce que, justement, il est censé rester dans cette position de retrait et de compréhension des enjeux des uns et des autres, ou est-ce qu'à un moment donné, il peut mettre son savoir, son parcours au service de l'une de ces formulations de monde. Et enfin, moi, en tout cas, de mon point de vue, il faudrait réussir à tenir les deux ensemble. Mais